Alors, voici un ouvrage qui vient d'être publié il y a quelques mois et qui conserve et conservera tout son intérêt, je pense, pendant des années. Cet ouvrage, coordonné par la Conférence des publications de psychologie en langue française, n'est pas un mode d'emploi ou un guide méthodologique. Il ne donne pas de recettes, mais il vise à susciter des réflexions, des questionnements chez les auteurs, donc à stimuler l'auto-réflexivité, tout en donnant toutefois des repères et des recommandations pour écrire un article scientifique. La CPPLF, comme son nom l'indique, c'est créé pour défendre l'idée de publier en langue française quand on veut écrire un article de réflexion ou de recherche dans la discipline appelée psychologie. Et donc, on a mené différents types d'actions jusqu'à présent, et cette idée nous est venue il y a à peu près 2 ans. Donc on a mis 1 an à préparer une journée qui a eu lieu le 15 janvier. Et puis après, on s'est dit, peut-être qu'il faut aussi publier quelque chose. Donc on a fait un appel aux différents intervenants pour qu'ils écrivent un article en fonction de ce qu'ils nous avaient confié ce jour-là oralement. On avait envie de donner quelques recommandations à tous les auteurs. Voilà, c'est principalement à l'intention des auteurs, aussi bien des anciens que des nouveaux. Voilà. Oui, alors là, voilà une bonne question. Une bonne question parce qu'effectivement, c'est toujours un écueil de produire une revue qui est la copie d'une autre revue sur le même sujet et dans le même champ d'activité. Donc ça, c'est un écueil. Alors, ça demande pour le directeur et le rédacteur en chef de la revue, et plus largement, bien sûr, les autres membres du comité de rédaction, ça demande des idées et des recherches. C'est-à-dire qu'il faut prévoir un petit peu à l'avance le thème qu'on va aborder et le comparer avec ce qui paraît dans d'autres revues du même type. Donc, par exemple, nous avons eu un dernier numéro du Divan familial sur l'écologie familiale. C'était un sujet neuf. Il aurait pu être exploré de manière beaucoup plus importante encore, mais c'est déjà un début. Et je pense que c'est la première fois que ce sujet était abordé dans une revue. Et même dans un ouvrage. Il n'y en a pas eu non plus. Donc ça nous garantit quand même une certaine audience. Enfin, ce que nous souhaitons en tout cas. Si on répète les mêmes titres de loin en loin, évidemment, c'est un peu préoccupant. Ça nous permet de garantir à notre lectorat qu'il y aura une certaine diversité précisément et une offre vraiment particulière, précise. Et par ailleurs, il est aussi possible, pour garantir la biodiversité, de travailler avec d'autres revues éventuellement. C'est-à-dire que ce sont des projets aussi que nous avons en tête, c'est-à-dire travailler avec une autre revue sur un même sujet, mais en abordant dans chaque numéro de chaque revue un aspect important et différent du même thème. Alors, dans l'ouvrage, les auteurs identifient plusieurs types d'uniformisation dans le champ de la psychologie, dans le champ de la rédaction scientifique, et donc plusieurs menaces pour la biodiversité. Peut-être une première attention qui est quand même largement évoquée dans l'ouvrage, c'est l'uniformisation qui concerne le style d'écriture. On lit bien souvent dans des manuels qui visent à conseiller les auteurs qui veulent rédiger un article scientifique qu'ils doivent aller droit au but, qu'ils doivent écrire de manière claire, simple, il faut être simple à lire. Ça, c'est peut-être une évidence, mais en tous les cas, c'est un principe qui est questionné, discuté dans cet ouvrage. Alors, notamment dans les contributions d'André Sirota, qui vient d'en dire quelques mots, de Florence Buiste des Prairies ou encore de Pascal Molinier.
Ce qu'on peut retenir, c'est que l'écriture, la rédaction, y compris d'un article scientifique, elle peut être influencée par des processus psychiques. L'auteur peut développer une sensibilité particulière par rapport à son objet d'étude, ou être dans l'évitement ou l'occultation par rapport à certaines des dimensions de cet objet. Les auteurs peuvent aussi écrire parce qu'ils sont à la recherche de reconnaissance. André Sirota l'évoque dans sa contribution. Ils peuvent aussi être confrontés à des difficultés, des blocages dans l'écriture. Donc tous ces éléments viennent remettre en question ce principe d'une écriture fluide, claire, explicite. Ce n'est pas si simple que cela. Alors, pour évoquer pour répondre à cette question-là, il faut faire un détour par le système d'évaluation de la recherche et plus largement des écrits scientifiques à l'heure actuelle. On est dans un système qui fonctionne à partir de ce qu'on appelle la bibliométrie d'impact ou d'influence, qui cherche à évaluer, mesurer l'influence, l'impact des productions scientifiques, majoritairement en fait des articles scientifiques. Et cette bibliométrie d'impact, elle s'appuie, l'indicateur principal, c'est le nombre de citations d'une publication. Alors, à partir de là, il y a déjà une première tendance qu'on peut observer, c'est que le support de publication va être très important, va être assez déterminant, puisqu'on va partir du principe qu'il faut publier dans des supports à forte audience, pour justement pouvoir être très lu et très cité, puisque ce qui est important, c'est d'être cité. Ce système-là, ce système évaluatif, il encourage ce qu'on appelle le publish or perish, publier ou périr, la course aux publications, parce qu'il faut publier pour être cité. Voilà. Donc il a ce système évaluatif et la bibliométrie d'impact qui est évaluative, bien sûr, ont leurs limites, qui sont largement soulignées, par exemple, en sociologie des sciences. Et on peut dès lors se poser la question, mais donc, le rythme des publications, il est effréné, il est très très important, mais on peut se poser la question, qu'est-ce que cette accumulation de publications, de résultats, va apporter au niveau du progrès scientifique? Et c'est par exemple la question que pose Pascal Mallet dans le chapitre qu'il a rédigé pour l'ouvrage. Oui, pour ajouter quelque chose, il y a des disciplines, des spécialités nouvelles en psychologie où il y a très peu de monde dans le monde entier. Donc il y a quoi? Il y a 10 auteurs. Donc il y aura, ces travaux seront peu cités, bien entendu, parce que on est quand même enfermés presque tous dans un tuyau. On ne lit pas beaucoup de choses qui sont en dehors de sa spécialité. Donc si on est très nombreux dans la spécialité ou dans la thématique, par exemple de nos jours, si on publie avec le mot résilience ou le mot vulnérabilité, il y a des milliers de publications. Et donc on a des chances d'être cité, si on a publié dans des revues très lues. Donc voilà, il y a une espèce d'encouragement à la quantité, indépendamment de ce qui est publié. Parce qu'en vérité, en psychologie, c'est dans 50 ans qu'on pourra dire si quelqu'un a inventé quelque chose. Parce que bon, voilà, les grandes inventions, les grandes avancées, elles ont déjà eu lieu. Et on n'a pas des découvertes extraordinaires à faire. Ça ne veut pas dire que chacun d'entre nous, par notre singularité, on n'est pas capable de dire quelque chose qui va justement apporter une précision, un éclairage supplémentaire, une aventure dans une clinique où personne ne s'est aventuré, avec des vieilles personnes, avec des cérébraux lésés, etc. Donc il y a des domaines où on avance, voilà. Mais c'est un peu microscopique et je n'utilise pas ce mot de façon péjorative. Il faut assumer qu'on fait des choses un peu microscopiques
et que peut-être au bout d'un certain nombre d'années, quelqu'un va pouvoir faire une synthèse et en somme mettre en valeur tout ça. Alors, c'est vrai qu'on dit qu'il faut publier moins et lire davantage, parce que il y a également des signaux, on pourrait peut-être dire comme ça, des indices du dysfonctionnement de cette course à la publication. Déjà, il y a de plus en plus de collègues, y compris en psychologie, qui qui incitent à ralentir et parlent d'un ralentissement des sciences. Je crois que cette idée-là, elle commence à faire son chemin. Un autre indice sur le dysfonctionnement, qui nous renseigne sur le dysfonctionnement de cette culture du publish or perish, c'est ce qu'on appelle la crise des reviewers ou des évaluateurs de publications scientifiques. Les rédacteurs en chef, rédactrices et rédacteurs en chef de revues disent de plus en plus avoir des difficultés à faire évaluer les articles par des collègues de la discipline. Et c'est pas très étonnant que cette activité d'évaluation d'articles, qui est assez peu visible, la plupart du temps encore anonyme, même si ça a tendance à évoluer un peu, mais bon, la plupart du temps les évaluations d'articles sont anonymes, et donc il n'est pas étonnant que les rédactrices et les rédacteurs en chef soient en difficulté pour trouver des collègues qui vont accepter de participer à des activités discrètes, peu reconnues, et qui vont aussi accepter de donner du temps pour le collectif et pour un objectif commun. Alors, si on doit appliquer les questionnements et les analyses que les auteurs proposent dans l'ouvrage à cet ouvrage, qui est publié aux éditions InPress, on pourrait réagir sur la question de l'uniformisation des écrits scientifiques. Et là, dans le cadre de cet ouvrage, on a des contributions qui sont diversifiées, hétérogènes, tant au niveau du statut des auteurs. Alors, il y a des enseignants-chercheurs issus de différentes spécialités de la psychologie, des responsables de revues, des praticiens, donc tant du point de vue de leur statut que des idées qu'ils expriment, des points de vue qu'ils défendent, ou encore du style dans lequel ils écrivent. Voilà, donc c'est aussi un point qu'on a souhaité valoriser, cette hétérogénéité dans les contributions des auteurs.